Bonjour à tous, en ce dimanche 17 novembre, je reviens pour un point lecture pour vous parler de deux petites lectures que j'ai faites en tout début de mois, pour vous parler également de mes lectures, mes lectures en cours, et puis aussi pour vous présenter rapidement une petite exposition de sculptures que j'ai faite il y a 2 semaines, je crois. Voilà, et sinon, nouveau décor puisque j'ai réaménager toute la configuration de mon bureau et surtout j'ai fait un énorme tri dans mes livres et c'est super, je me sens beaucoup plus allégée. Alors, au niveau des livres dont je souhaitais vous parler, je voulais vous parler de cette lecture que j'ai faite à la fin du mois d'octobre ou tout début du mois de novembre, je ne sais plus, peu importe. Le cinquième enfant de Doris Lessing, donc auteure anglaise, décédée je ne sais pas quand, dans les années 2000 me semble-t-il. Alors, le cinquième enfant, c'est un très court roman fantastique qui clairement va frôler l'horreur. C'est l'histoire d'une famille très sympa, une famille nombreuse dont la petite vie sympa, va virer au cauchemar avec l'arrivée d'un cinquième enfant très très différent. Alors nous sommes dans les années 70 en Angleterre et lors d'une fête du boulot, en fait, je crois que c'est une fête de fin d'année, euh, il y a deux personnages qui s'ennuient tous les deux lors de cette fête, Harriet et David, et ils se repèrent et aussitôt, eh bien, ils s'attirent. C'est le coup de foudre immédiat, ils ont des rêves de vie identiques, notamment le rêve de construire une famille très nombreuse. Et donc ils se marient malgré leur très jeune âge et ils achètent une très très grande maison en grande banlieue de Londres où c'est encore à l'époque la campagne. Alors 4 enfants rapprochés vont très vite arriver, Harriet et David sont très heureux, leur maison accueille régulièrement la famille, elle déborde lors des fêtes de Pâques et de Noël de plein d'oncles, plein de tantes, de cousins, les grands-parents, les cousines, etc. Les amis même, c'est un lieu de rassemblement très chaleureux, leur maison, et eh bien, il y a toute une tribu très variée qui les entoure. Ceci dit, Harriet est épuisée et le couple peine à tout payer au niveau des dépenses, une famille nombreuse, plus une grosse maison dont il faut payer les traites, plus toutes ces fêtes et ces repas, même s'ils ont une vie très simple, c'est quand même de l'argent. David, il travaille beaucoup, il fait 2 heures de trajet chaque jour pour aller travailler à Londres, mais même s'il a un bon salaire, le couple dépend pas mal de l'aide financière du père de David, qui est plutôt argenté. Et puis, ils ont aussi beaucoup l'aide au niveau domestique, au niveau de s'occuper des enfants, des repas, etc. Ils ont beaucoup, beaucoup d'aide de la mère d'Harriet. Leur entourage leur fait comprendre que ce serait plutôt pas mal de faire un break dans les grossesses. Ils voient que Harriet est fatiguée et que financièrement c'est un peu difficile. Donc voilà, ils commencent à renvoyer des choses à Harriet et David, l'entourage, les frères, les sœurs notamment et la maman d'Harriet, le père aussi de David. Et donc on sent qu'il y a quelques petites tensions de famille qui émergent. Le couple se résout et comprend un peu leur discours et décide de faire une pause dans les grossesses pour un moment. Sauf que il y a une grossesse non désirée qui arrive et Harriet se rend vite compte que pendant cette grossesse, elle qui a déjà eu 4 enfants, elle se rend bien compte que quelque chose cloche.
Le fœtus est très très gros, il lui donne des coups en permanence, ça lui fait très très mal, ça lui déchire les entrailles. Elle en parle à son médecin qui ne l'écoute pas ou à peine. Il semble un peu tiqué, mais bon, il a l'air un petit peu dépassé. Il la prend, en gros, il lui renvoie qu'elle est un peu hystérique et il lui dit que voilà, que c'est normal pour une grossesse, alors que Harriet sent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est une grossesse très douloureuse, effrayante pour Harriet, et puis elle accouche avant terme d'un bébé énorme, vraiment très très gros, bien plus gros qu'un bébé qui arriverait à terme, et aussi un bébé très vorace et très agressif. Cet enfant, il s'appelle Ben et il va s'avérer que c'est un bébé et il deviendra un enfant d'une force inouïe. C'est un enfant très trapu et qui a peu à peu, on voit se dessiner, notamment Harriet voit se dessiner sur son faciès à Ben, comme un faciès un peu ouais, très trapu et un faciès de gnome en fait. Au fur et à mesure que cet enfant va évoluer, on va se rendre compte il n'est doté d'aucune émotion ou d'aucune capacité à recevoir ou à donner de la tendresse. Il ne se mélange pas aux autres, à la famille, à ses frères et sœurs. Et au fur et à mesure qu'il grandit, tout le monde a peur de Ben et s'en protège. Ben, lui, il ne semble agir ou interagir que pour se nourrir, que pour assouvir ses instincts basiques qui s'avèrent se montrer, enfin, qui sont en fait des instincts cruels. Alors il y a plein d'événements qui vont arriver dans la famille et le livre raconte que ben, le délitement de cette jolie famille qui se délite complètement, qui explose et dont la vie ben, vire à l'horreur. Harriet, elle est pleine de culpabilité et d'instinct maternel. Évidemment, c'est très très dur pour elle. Elle est complètement perdue. Il y a des tensions avec son mari et elle ne va pas se résoudre aux solutions qui sont imposées par la famille, pourtant des solutions plutôt légitimes. Et seule contre tous, Harriet, elle va tenter d'accompagner Ben dans ce qu'il est. Et avec horreur, c'est vraiment glaçant, on suit Ben dans son enfance, dans son adolescence et dans son entrée dans le monde adulte avec en parallèle eh bien, l'adaptation de la famille à cet enfant si spécial. Alors c'était une lecture très très addictive. J'ai aimé retrouver la plume de Doris Lessing et aussi c'était une lecture très déstabilisante. J'ai adoré le fait que Doris Lessing exacerbe à outrance les traits de différence de Ben, qu'elle ose aller jusqu'à en faire un monstre et donc qu'elle ose rentrer dans le surnaturel, en faire un roman comme un roman d'horreur fantastique, et tout cela pour traiter de thématiques absolument passionnantes. Et du coup, c'est très marquant avec ces thématiques autour de l'amour d'une mère pour son enfant, son instinct de protection malgré des actes effroyables. Et puis, bien sûr, l'auteur traite de l'explosion pardon, des familles face à la normalité. C'était vraiment très original, très intéressant. Au travers de Ben, qui est un être absolument effroyable, issu d'une famille si douce, et donc c'est complètement paradoxal et déroutant, eh bien, au travers de ce personnage de Ben, à travers ce monstre, Doris Lessing, elle laisse avoir toute la noirceur et la cruauté dont peut être capable un être humain, même un enfant, et c'est absolument glaçant. Et ça pousse beaucoup, beaucoup à la réflexion, ça j'ai adoré le fait d'utiliser l'horreur pour pousser vraiment à la réflexion. C'est un très court roman qu'on peut qualifier presque d'horrifique, un roman ouais, très court, hein, il fait à peu près 200 pages, 186 pages, donc ça se lit très très vite. C'est un roman qui n'est pas tout jeune, qui était paru en 1988, mais la plume, comme je le disais, est très très agréable, pas du tout vieillotte. Tout pourrait être transposé à notre époque. J'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé très intelligent que l'auteur, voilà, pour parler, qu'elle pousse vraiment le trait de la différence, du handicap, qu'elle pousse cela jusqu'au fantastique, qu'elle ose faire ça. Euh,
pour nous faire réfléchir sur le handicap, sur la différence, sur l'effet de la normalité sur la famille et sur la société. J'ai trouvé ça vraiment très très fin, avec, je me répète un peu, une plume très agréable, des dialogues très pertinents, c'est très limpide, et avec une ambiance anglaise absolument délicieuse. Donc c'est vraiment une lecture originale que j'ai pas vue, dont j'avais pas du tout entendu parler, que j'ai pas vu passer. Et si vous aimez les romans un peu horrifiques, mais en même temps qui font quand même réfléchir, qui sont là pour faire peur et en même temps réfléchir, eh ben je pense qu'il faut y aller. Voilà pour Doris Lessing, Le cinquième enfant. Et sinon, dernièrement, j'ai lu La petite trotteuse de Michel Leb. J'en avais parlé au moment où j'étais en train de le lire, il me semble, dans la précédente vidéo. C'est un court roman d'environ 200 pages également, qui était paru en 2005. Alors Michel Lèbre, je suis fan vraiment de son œuvre très intimiste et poétique. Michel Lèbre, pardon, c'est une auteure française qui est maintenant âgée de 84 ans, et j'avais parlé il n'y a pas longtemps de Dérive, son tout dernier roman que j'avais beaucoup aimé, où elle parlait de sa passion et de sa référence dans sa vie, de l'importance dans sa vie des rivières, et de l'eau et des rivières. Je reviens à ce roman, donc La petite trotteuse, Michel Lèbre. Dans ce roman, on suit une femme d'âge mûr qui sillonne la France pour visiter des maisons. Alors elle visite ces maisons non pas pour les acheter, mais pour pouvoir s'y poser, pour pouvoir y méditer quelques heures. Elle embobine à chaque fois toujours l'agent immobilier pour faire en sorte qu'il la laisse quelques heures dans la maison en faisant semblant de réfléchir avant un achat alors qu'elle n'achètera jamais. Pourquoi fait-elle cela? Eh bien, c'est sa façon à elle de se rapprocher de son père qui est décédé brutalement il y a une trentaine d'années. Ce père, c'était un homme très réservé, malheureux, certainement, puisqu'elle décrit un dépressif profond. Un homme très difficile d'accès qui ne semblait heureux qu'auprès de son chat, Izu. Izu qui était le seul vecteur de communication entre l'auteur et son père. Ce père était architecte, elle n'a conservé de lui que 30 dessins de maisons réalisés de sa main, et lorsqu'elle les a retrouvés, ces dessins, elle a décidé de visiter les maisons à vendre qui ressemblaient à ces dessins, dans le but de tenter de se rapprocher de son père. Et le roman se déroule le temps d'un été, une semaine ou deux, le temps d'un été. Cet été-là, ce sera la dernière visite de maison pour la narratrice, ce sera la 30e, donc son père avait dessiné, elle a 30 dessins de maison de son père, et elle a décidé qu'elle visiterait cette dernière maison et qu'ensuite elle rentrerait à Paris pour retrouver les siens et son chat à elle. Alors, à l'occasion de cette dernière visite de maison, elle loge dans une petite auberge d'une station balnéaire de la côte, je pense que c'est la côte vendéenne, et elle doit visiter le lendemain cette dernière maison qui est située à quelques kilomètres de là. Dans cette auberge qui est plutôt vide, elle va croiser des personnages très originaux, très étranges, comme la patronne et sa fille très particulière, un autre client qui est un metteur en scène de théâtre éphémère. Il y a aussi dans cet hôtel, dans cette auberge, un chat orange qui squatte les chambres à tour de rôle et qui lui rappelle terriblement le chat de son père, Izu. Alors sans le savoir, ces personnages et ce chat vont l'accompagner, vont la soutenir dans la visite de cette dernière maison. Dans sa poche, la narratrice, elle garde toujours, depuis qu'elle l'a retrouvée, elle garde également la montre de son père, qui est le seul souvenir de lui en plus qu'elle ait de lui en plus des 30 dessins. Elle se rappelle, elle a un souvenir fort du tic-tac de la montre de son père qui a bercé son enfance, mais cette montre, elle la garde dans sa poche et elle ne fonctionne plus depuis des années. Et la plonger dans les souvenirs, dans ses propres souvenirs au travers de la visite de ces maisons, eh bien, va remettre en route cette petite trotteuse si importante pour elle et va l'aider à enfin pouvoir essayer de faire le deuil de son père et le deuil de son enfance. Alors ce livre, je l'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un petit bijou.
Il se passe peu de choses dans ce livre, hein, c'est surtout un roman d'atmosphère, c'est un récit intimiste, envoûtant, qui mélange les événements du passé et puis des anecdotes très étranges du présent pour faire ressortir toute la psychologie de cette femme qui est en train de se chercher, qui est en train d'essayer de digérer son passé. Le style est beau, poétique, très mystérieux et en même temps très apaisant, malgré l'allusion à des souvenirs très difficiles du passé, comme son enfance durant la guerre, les bombardements, sa vie avec sa mère qui était une personne extrêmement froide, la détresse ou la dépression, on peut le dire, hein, de son père, le vide laissé par sa disparition si soudaine, et puis elle en raconte bien évidemment un petit peu plus sur le contexte de la disparition de son père et comment elle l'a appris. Alors pour autant, ce n'est pas du tout larmoyant, bien au contraire, c'est vraiment un livre rempli d'une joie presque nostalgique, et aussi c'est rempli de beaucoup, beaucoup de sérénité. J'ai adoré l'atmosphère brumeuse et envoûtante de ce roman, cette plongée dans une France qui n'existe plus, si ce n'est encore dans la tête, dans les souvenirs de nos aînés qui sont encore présents. J'ai adoré, j'ai trouvé ce texte très original, mystérieux, très fin, très intelligent, et je l'ai trouvé, je pourrais le comparer un petit peu à un roman mystérieux, brumeux, un peu comme un bon roman de Modiano. C'est vraiment une lecture que je recommande, La petite trotteuse de Michel Lèbre, et de découvrir bien l'œuvre de Michel Lèbre. Voilà pour les deux lectures dont je voulais vous parler aujourd'hui. La petite trotteuse de Michel Lèbre et Le cinquième enfant de Doris Lessing. Alors, au niveau de mes lectures en cours, je suis toujours plongée dans 22-11-63 de Stephen King. J'avance pas beaucoup parce que ce mois de novembre est très très chargé pour moi. D'ailleurs, j'ai pas pu passer la semaine dernière faire un point lecture. J'en suis à peu près à peine à la moitié, mais j'adore cette histoire de plonger dans le temps de notre personnage principal qui va quitter l'année 2011 pour... il a trouvé un tunnel temporel pour repartir dans le passé, donc il part dans les années 60 et dans le but d'empêcher l'assassinat de Kennedy. C'est super bien construit, les personnages sont excellents. La plume de King, comme toujours, est magistrale, malicieuse, enfin bref, je me régale, même si c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir m'y plonger plus que ça. Ceci dit, c'est un gros pavé de 1000 pages, alors je me fais de courtes lectures pour changer un peu, parce que quand c'est des romans trop longs, je crois que je l'avais déjà dit, j'ai tendance à me lasser, j'ai besoin de changements. Donc c'est pour ça que je fais des petites lectures en parallèle, pour ça notamment que j'ai lu Le cinquième enfant, et que j'ai lu et j'ai terminé pour couper, j'en parlerai très vite, un roman très étrange de Kawabata, l'auteur japonais Kawabata, Le Lac. J'ai pas vraiment aimé, j'en parlerai rapidement. Voilà, et donc voilà, ma lecture en cours principalement, c'est Stephen King, 22 novembre 63. Voilà pour ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez Doris Lessing, si vous connaissez Michel Lèbre. Je vous attends en commentaire pour papoter lecture ou autre avec vous. Et pour finir, je voulais parler vite fait d'une exposition que je suis allée voir en tout début de mois. Alors à la base, j'allais sur Paris pour aller voir l'exposition de l'artiste plasticien pop art japonais Takashi Murakami, qui exposait sur une courte période à la galerie Perrotin. Voilà, j'aime beaucoup ces personnages colorés, super originaux. Enfin, vous connaissez certainement Takashi Murakami, il est très très connu. Seulement voilà, la galerie Perrotin, elle a 3 sites et je me suis trompée de site, et du coup je me suis rendue sur le site qui exposait, qui accueillait l'œuvre de Lynn Chadwick, que je ne connaissais pas du tout. Je ne pensais même pas que c'était un homme, et en fait je pensais que c'était une femme en fait, et c'est un homme, c'est un artiste, un sculpteur anglais que je ne connaissais pas, et j'ai été éblouie, vraiment j'ai aimé découvrir son travail.
Il est décédé en 2003 et il est aussi appelé le Giacometti anglais. En fait, il réalisait des sculptures de métal et de fonte que j'ai trouvées très poétiques avec des silhouettes un peu abstraites, qui évoquent des animaux, des êtres humains dans des postures, très particulières qui traduisent beaucoup, beaucoup d'émotions. J'ai trouvé ça très, très beau et comme vous m'avez fait des retours que vous aviez aimé que je partage mes visites, artistiques, ben, voilà, j'en parle pour partager un petit peu et voilà, je vous laisse avec quelques photos, des œuvres de l'artiste Lynn Chadwick et je vous dis à très bientôt pour un prochain point lecture et n'oubliez pas de faire quelques petits commentaires, ou faire un petit coucou, en commentaire. Ça fait toujours plaisir, moi ça m'encourage et c'est surtout un énorme plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne fin de dimanche et je vous dis à très bientôt.